D'abord, je voudrais remercier le gouverneur de la Banque du Rwanda, la Banque nationale du Rwanda, John Rangomba, pour notre invitation à participer à cette cérémonie, je dirais, de festivité, parce que vraiment, je voudrais féliciter pour les 60 ans. 60 ans, c'est de la maturité, c'est de l'expérience, c'est des progrès qui ont été accomplis et on l'a vu dans le film, on l'a vu dans l'intervention. Je voudrais vraiment les féliciter pour tout ce qui a été fait. Hier, j'ai eu le privilège, puisque c'est pratiquement ma première visite ici, de faire un tour de la ville. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. En tout cas, vraiment, félicitations et joyeux anniversaire. Alors, la question, évidemment, qui est évoquée, c'est vrai, l'Union monétaire ouest-africaine, bon, j'ai écouté mes frères du Ghana et de l'Ouganda, notre organisation est légèrement différente. C'est une union monétaire de 8 pays. Des pays qui sont quand même différents, puisque le plus riche a un PIB par tête de près de 2800 $, le moins riche a un PIB d'autour de 500 $ PIB par tête. Donc il y a quand même une différence. Mais une union monétaire avec une monnaie commune, une banque centrale commune, une loi bancaire unique pour les 8 pays, un marché financier unique. Et fondamentalement, un taux de change fixe avec l'euro. Donc différent de ce que mes deux prédécesseurs ont évoqué. Mais cet arrangement fixe du taux de change nous a apporté beaucoup d'éléments positifs parce que ça nous a permis vraiment d'atteindre un de nos objectifs, c'est-à-dire la stabilité pratiquement monétaire. Donc je vais revenir un peu là-dessus. Mais je dois dire que pour répondre précisément à votre question, une des particularités de notre union monétaire, comme toute union monétaire, c'est fondé sur 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la solidarité. Et cette solidarité, elle se manifeste essentiellement à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons une mutualisation des réserves de change. Toutes les réserves de change générées par les 8 pays sont mises dans un pot commun. Et quand un pays a besoin de réserves de change pour financer ses importations, pour payer sa dette, pour tous ses paiements extérieurs, il puise dans le pot commun. L'avantage, c'est que quand un pays a un choc de balance de paiement, fait face à des difficultés, des instabilités internes, de baisse du prix de ses exportations, il continue à mobiliser les ressources du pot commun sur les réserves. Et donc ça apporte beaucoup de stabilité pour le pays en lui-même. Le deuxième élément que ce système apporte dans cette solidarité, c'est que les pays ont accès au marché financier régional. Une banque dans un pays donné mobilise des ressources, pas seulement sur son marché, mais sur le marché des 8 pays. Donc ça lui offre beaucoup d'opportunités. Et vous avez des banques dans un pays X qui détiennent des titres publics de tous les autres pays. Et donc, ça augmente la solidarité. Et je crois que ce sont 2 caractéristiques, à mon sens, importantes et qui expliquent beaucoup de choses que nous avons observées dans notre union. Le deuxième élément, qui est également important, c'est que, en plus de la solidarité, l'union monétaire apporte beaucoup en matière de concertation, de coordination. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une union monétaire sans coordination, sans concertation. Et 61 années, parce que nous avons fêté notre 60e anniversaire il y a 2 ans, 61 années de concertation régulière, c'est-à-dire des rencontres de 8 ministres chaque trimestre avec le gouverneur de la Banque centrale pour discuter de coordination, ça a créé des mécanismes de concertation qui sont très bien huilés, qui sont extrêmement importants pour atteindre les objectifs de la Banque centrale. Les objectifs, stabilité des prix, stabilité financière,
Et récemment, nous avons inclus les questions liées à l'inclusion financière. Quand on parle un peu de nos objectifs, comment on a réalisé ces objectifs, comment on les réalise, comme toutes les banques centrales, nous avons été affectés par les chocs, les mêmes chocs. On a eu le choc de la Covid. Avant la Covid, on avait une inflation qui tournait autour de 1-2%, avec des réserves de change confortables et une croissance bien soutenue. Avec la Covid, comme dans tous les pays, il y a eu des restrictions très fortes. Et donc, nous avons adapté nos instruments. Nous avons donné de la liquidité aux banques, baissé les taux directeurs. Nous avons facilité l'émission de bons et d'obligations pour les trésors qui ont permis donc d'injecter de manière importante de la liquidité pour accompagner les pays. Et ça a été la période 2020 jusqu'à fin 2020, 2021. Et à partir de fin 2021, lorsque l'inflation mondiale a commencé à augmenter, nous importons, donc nous avons connu une hausse des prix. Et en 2022, nous avons atteint pratiquement un taux de 9% d'inflation, ce qui était pratiquement 3 fois notre cible. Et donc, nous sommes revenus sur notre stratégie. Nous avons arrêté d'abord, nous avons augmenté les taux directeurs à plusieurs reprises, de 150 points de base pratiquement. Nous avons revu à la baisse les allocations qui avaient été mises en place en matière de liquidité pour soutenir les États. Et nous avons effectivement introduit donc d'autres mesures donc pour restreindre un peu la demande intérieure. Et donc nous avons vu progressivement l'inflation baisser. En 2022 surtout, 2022-2023, nous avons connu une situation un peu similaire à ce qui a été indiqué. Avec la hausse des taux d'intérêt internationaux, les pays qui mobilisaient sur le marché international des eurobonds n'ont pas pu le faire. En 2022-2023, zéro, aucune mobilisation. Donc, difficulté de financement. Tous les États se sont retournés vers le marché financier. On a vu les taux sur les marchés financiers, les taux sur les bons du Trésor, les obligations du Trésor. Les taux sur les bons ont augmenté pratiquement de 400 points de base. Et sur les obligations, on est monté jusqu'à 500 points de base. Et donc, nous avons dû intervenir parce qu'il y avait une pression sur le marché financier régional. Et donc, nous avons réinjecté de la liquidité. Et aujourd'hui, dans la situation 2024, début 2024, nous avons eu un comité de politique monétaire en début de semaine. Aujourd'hui, l'inflation est revenue pratiquement dans la cible. Nous sommes à 2,8%, donc en deçà de notre cible de 3%. Nos réserves de change, qui avaient été sous pression avec la période 2022-2023, lorsque les marchés étaient fermés, internationaux, nos réserves de change ont commencé à se reconstituer, puisque certains pays sont retournés sur les marchés internationaux. La croissance est revenue à son niveau avant la Covid. Nous sommes à une moyenne de 5-6% pratiquement. Et en 2024, on atteint une croissance de 6%. Donc globalement, le défi que nous avons eu, vraiment, ça a été, en même temps que nous étions en train de lutter contre l'inflation par une réduction donc, de la liquidité, la hausse de nos taux d'intérêt, en même temps, les pressions donc, sur le marché ont fait que nous devions à un moment donné, pour éviter une instabilité sur les marchés financiers régionaux, injecter. Donc ça a été un dilemme. Mais je pense que l'élément clé également, ça a été quand même la coordination, comme j'ai évoqué, parce que nous allons en fait au-delà d'une union monétaire. Nous avons une union économique, donc nous avons un pacte de convergence donc, qui limite le déficit budgétaire à un taux de 3%, limite l'endettement à 70%. Et donc, ce pacte qui avait été suspendu avec la Covid, donc il est aujourd'hui en train d'être mis en place, mais il a été indiqué clairement la nécessité
réduire les déficits, de converger. Et la leçon qu'on peut tirer, c'est que quand nous avons des chocs multiples que nous avons connus, des chocs extérieurs et des chocs internes, nous avons les problèmes de sécurité dans le Sahel en particulier, la politique monétaire toute seule ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut bien sûr une politique monétaire qui s'adapte, qui adapte par rapport à ses objectifs, mais il faut que les autres instruments économiques jouent. La politique budgétaire, les politiques économiques qui sont mises en place doivent accompagner tous dans la même direction pour atteindre les objectifs de prix, stabilité financière et croissance économique. Je crois que c'est la leçon que nous pouvons tirer de la situation que nous avons vécue au cours des 3 dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les choses reviennent à la normale et nous sommes sur de meilleures bases pour pouvoir vraiment envisager le futur proche sous de meilleurs auspices.